Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal avec notre chiffre du jour qui est 1517. C'est le numéro vert que la Commission nationale anti-corruption CONAC vient de mettre sur pied pour combattre la corruption. Le 1517, disons-le comme ça, a été mis à la disposition du public il y a quelques heures par Dieudonné Massingam, président de la CONAC. C'est le numéro vert auquel tout citoyen peut avoir accès pour dénoncer tout acte de corruption, arnaque, détournement, interpellation abusive, entre autres. C'est un numéro d'utilité publique accessible gratuitement. Poursuivons ce journal avec cette autre note d'information, prise de commandement au sein de la base aérienne 201 ce matin à Douala. Il s'agit du lieutenant-colonel Bara Salomon, commandant le 21e escadron, et le commandant Gay Dixon, commandant du bataillon des fusiliers de l'air. Je vous propose à cet effet d'écouter le commandant Gay Dixon au micro de Lipiedjou et de Luther Ndjomo. Et je suis confiant du fait que l'équipe des officiers que j'ai trouvés sur la base au bataillon, y compris les fusiliers, nous allons pouvoir atteindre les objectifs que le commandement attend de nous, à savoir la protection de la base et ses installations, et par extension la protection assurer la sécurité de l'aéroport international de Douala également. Autre note avant de poursuivre ce journal, acte terroriste perpétré hier contre le lycée bilingue de Kosala à Kumba dans la région du sud-ouest. Un mort et un blessé, c'est le résultat donc d'une attaque d'un groupe terroriste hier mercredi matin. Les assaillants ont troublé les cours de ce côté-là, visant à amener les populations à adhérer à des mots d'ordre. Actuellement, l'école reste fermée. Les parents ont carrément refusé de renvoyer les enfants à l'école malgré que la zone est fortement sécurisée. Tout de suite, la justice militaire se renforce. Le nouveau président du tribunal militaire de Ngaoundéré et le commissaire du gouvernement près le dit tribunal viennent d'être installés dans l'Adamawa en présence du directeur de la justice militaire représentant le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Eringele nous fait le point. Le colonel Didier Dokmosipa, président du tribunal militaire de Ngaoundéré, et le chef de bataillon Ghislain Paul ici, commissaire du gouvernement près le dit tribunal, viennent de prendre officiellement les commandes au terme d'une audience solennelle d'installation tenue le 24 avril au tribunal de grande instance de Ngaoundéré. Le rite sobre et dans les canons de la justice militaire se déroule sous la férule du directeur de la justice militaire, représentant le ministre délégué à la présidence chargée de la défense, qui leur a recommandé de ramener la sérénité au sein des populations. Pour le pays, en prenant en main la conduite et le contrôle des investigations dans les enquêtes de plaintes pour criminalité armée et des inconduites transfrontalières sur votre domaine de compétence. En émulsant la sérénité dans le traitement des dossiers judiciaires et l'administration de la justice au tribunal militaire de Ngaoundéré. Dans ces réquisitions, le commissaire du gouvernement près la chambre militaire de la cour d'appel de l'Adamawa présente les deux responsables militaires comme des officiers expérimentés de prime abord dans le commandement militaire, puis dans l'exercice des missions à eux confiées dans cette juridiction par décret présidentiel. Il nous a carrément donné des consignes et nous allons faire le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir lutter contre la grande criminalité dans la région. Au vu des nombreux défis, nous comptons vraiment mettre en œuvre la synergie et l'armée-nation. Avant leur nomination, les premiers étaient respectivement conseillers aux poursuites à la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo et magistrats militaires près les cours d'appel de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa. En guerre depuis quelque temps contre le désordre urbain dans la villa, nous sommes au sud de Cameroun, le préfet Rachel Ngazan Akono multiplie les descentes. Après les bars et les étalages sur la voie publique, c'est au tour des vendeurs de bois déclassés. Ici, le préfet entend faire respecter la réglementation. Le reportage est signé Ambroise Foguin. Ebolova vue du ciel, joli cliché d'une ville secondaire du Cameroun. Une fois revenu sur terre, la réalité vous rattrape. Tombeau blanchi, car il y a crise de la ville à Ebolova. À Ebolova, vous voyez le bois qui est vendu dans les quincailleries.
Nous avons tout un poste forestier à Bilone qui est vide. Alors les usagers, les populations préfèrent étaler le bois un peu partout, occupant même le domaine public. La phase information, sensibilisation est achevée. Aujourd'hui, c'est la phase, c'est l'action. L'action, c'est sous la pluie. Rachel Ngazan Akono, le prophète, y a soumis ce jour 2 sous-préfets et tous les responsables publics de l'Amvila. Une ablution pédagogique avec ses collaborateurs, sorte d'exorcisme contre le désordre urbain. Et nous avons décidé de nous mettre sur le terrain contre vents et marées. Présentement, il pleut. Depuis ce matin dans la ville de Boulogne, nous sommes entrés en activité sous la pluie. Les vendeurs sont tenus désormais de respecter le marché intérieur du bois, espace réservé pour la traçabilité et la commercialisation du bois et de ses produits dérivés. À Bilone, on n'a pas le compteur qui peut prendre 4 fils. Donc nos machines de menuiserie même ne peuvent pas travailler sur la ligne de Bilone. Même en allant là-bas, il faut toujours que nous soyons ailleurs pour scier le bois et amener à Bilone. Et tous les autorités sont venues là dans la pluie et ne nous ont même pas laissé le temps. Ils se sont seulement mis à charger le bois dans les camions. Mission réussie donc. Pour cette descente contre le désordre urbain, reste tout de même le problème du recasement de tous les vendeurs au nouveau site de Bilone. Poursuivons à présent ce journal à Yaoundé. Allons retrouver Delphine Fonkouteni. Bon après-midi à vous, Delphine Fonkouteni. Médias ici afin de combattre à leur manière le paludisme au Cameroun. C'est en marge de la journée mondiale du palu célébrée hier à travers le monde. L'organisation Malaria No More, initiatrice de ce séminaire, a axé la formation sur les modules techniques afin que les journalistes s'approprient des efforts du gouvernement pour lutter contre cette maladie. Je vous propose d'écouter quelques participants au micro d'Alain Justin Kanga. En 2017, c'est 10% de notre population qui a souffert de cas de paludisme. Mais vous allez me dire que 2 millions c'est beaucoup. Et nous disons aussi 10% c'est beaucoup. Mais c'est déjà mieux parce que il y a à peine 10 ans, c'était plus de 30% de notre population qui faisait un cas de paludisme par an. Nous avons enregistré cette année environ 3195 cas de décès liés au paludisme. C'est environ 12% des décès enregistrés dans nos hôpitaux officiellement. C'est encore beaucoup. C'est surtout beaucoup parce que là-dedans vous avez 1900 environ décès des enfants de moins de 5 ans. C'est environ donc 60%. Vous venez donc d'écouter le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, qui s'exprimait hier lors de la journée mondiale du palu. Dans la région du Sud, le Lodov s'est également joint à la lutte contre le paludisme. La ville est allée en guerre contre ce mal sous les bons auspices de l'association camerounaise pour le marketing social avec comme arme sport et prévention. Alain Gislin Kanga. Une marche sportive pour exalter les vertus de la santé. Nous sommes à Lodov, ville chargée d'histoire. Ici, à l'esplanade du foyer municipal, on va en guerre contre le paludisme. L'initiative de cette marche est de l'association camerounaise de marketing social, ACMS, qui a pris ses quartiers en ce lieu pour marquer à sa façon la commémoration de la 11e journée mondiale de lutte contre le mal. Le sport, c'est un médicament gratuit. Aujourd'hui, le monde entier fait face à plusieurs maladies qui peuvent être évitées juste à travers la pratique du sport. Lorsque nous voyons la mobilisation des autorités traditionnelles, municipales, administratives et de la population, nous sommes convaincus que les actions de la CMS, avec l'appui de la Fondation ExxonMobil et de Codco, pourront permettre de réduire la mortalité et la morbidité du paludisme dans le district sanitaire de Lodov. On nous éduque pour le paludisme. Ce n'est pas pour les gens qui viennent, mais c'est pour nous. Donc notre environnement doit être sain. Prévention par le sport, prévention aussi par le dépistage. C'est le sens à donner à cette campagne de dépistage gratuit. Le diabète comme l'hypertension artérielle, le VIH comme le cancer du col de l'utérus ont fait l'objet d'un exercice auquel
Les populations de l'Holodof ont adhéré. La CMS avait prévu une participation massive et elles sont venues, ces personnes, volontairement et par milliers. Jeunes et adultes, femmes et hommes se sont mobilisés sous l'encadrement du district de santé. Très content parce que j'ai perdu 80% de ma vie dans des détails comme ça. Et c'est bien pour la population de l'Holodof, puisqu'il faut que chaque être humain fasse son dépistage pour qu'il sache son statut. Pendant les 3 dernières années, de telles opérations ont permis le traitement à l'Holodof de plus de 10 000 cas de paludisme, près de 2 000 de diarrhée et près de 4 000 de pneumonie. À côté de cela, 13 000 moustiquaires ont été distribués, comme c'est le cas ici au foyer de Ngoyan. Ngoyan qui s'illustre par l'encadrement des enfants et des jeunes démunis. L'orphelinat est singulièrement investi par les Bagueli. Il leur fallait les milda. Moi, en tant que chef de Ngoyan, je remercie les donateurs des moustiquaires. Le palu n'atteignait pas. Nous, les Bangili. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous en avions besoin. C'est ce qu'il fallait faire et pour le plaisir de le faire. Chapeau à CMS. Reportage signé Ghislain Pierre Essonno et André Marindia. Dans la même veine, les points focaux de l'administration publique et privée de la société civile édifiés en matière d'accompagnement psychosocial des personnes vivant avec le VIH-Sida. Cette initiative du ministère des Affaires sociales vise à lutter contre la stigmatisation des personnes vivant avec cette maladie. Les précisions avec Karel Mezatiachoya et Luc Vondo. Le combat que mène le Cameroun contre le VIH-Sida depuis des décennies porte des fruits. Le taux de prévalence est en baisse, 4,3%. Malgré cette avancée, les personnes vivant avec cette pandémie et leurs proches sont encore victimes de stigmatisation sur le plan social et en milieu professionnel. Il y a malheureusement encore des gens qui perdent leur emploi à cause de leur statut sérologique. Beaucoup se voient relégués à des tâches en parenthèse inférieures parce que considérés a priori et à tort comme des malades. Ce stigma également prend la forme de rejet par les proches, par la famille, et il y a une forme de stigma qui est parfois moins connue mais tout aussi diffuse, c'est l'autostigmatisation. Il y a malheureusement beaucoup de personnes vivant avec le VIH-Sida qui se laissent sombrer. Pour les aider à riposter et surmonter la maladie, il faut un accompagnement psychosocial. Le ministère des Affaires sociales l'a bien compris, d'où l'organisation de cette formation des points focaux des administrations publiques et privées et de la société civile en la matière. Il est question d'asseoir un dispositif synergique d'accompagnement. La stratégie, c'est en 3 points. Le premier point, c'est renforcer le niveau de connaissance. Le deuxième point, c'est amener les uns et les autres à savoir comment procéder, comment se comporter, comment adresser professionnellement les préoccupations d'une personne infectée. Et la troisième stratégie, c'est qu'une fois sorti de cet atelier, il faudrait aller dans chaque administration, créer autour de soi une équipe qui pourrait assurer l'accompagnement psychosocial. La formation se tient du 25 au 27 avril. Les thèmes développés par les experts des affaires sociales vont permettre aux participants d'être mieux édifiés sur le sujet. Boire une eau potable contribue également à une bonne santé. Dans le cadre du mois de la recherche scientifique au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, une conférence scientifique tenue hier a permis d'édifier le public de Yaoundé sur le thème « Ressources en eau du Cameroun, enjeu de la connaissance, de la maîtrise de la ressource ». Les détails dans cet élément réalisé avec Serge Alonziebou et Hubert Moutier. Au Cameroun, près de 50% de la population n'a pas accès à l'eau potable. Les activités anthropiques provoquent une pollution importante des eaux de surface et des nappes superficielles dans les principales agglomérations du pays. Les concentrations élevées de fluor observées dans certaines nappes profondes, notamment dans les régions du nord-ouest et de l'extrême nord Cameroun, affectent la santé des populations riveraines. C'est tout le sens
de la conférence scientifique de ce 25 avril à Yaoundé. Nous avons voulu montrer à travers cette conférence qu'il faut remettre un accent sur la connaissance des ressources en eau. Parce que c'est un élément capital et on ne peut gérer que ce que l'on connaît. Il s'agit maintenant pour le Cameroun qui a d'énormes réserves d'eau. Mais il faudrait vraiment accentuer la connaissance, surtout les ressources en eau, quelles soient les ressources en eau de surface, souterraines, voir un peu leur variabilité, leur productivité, compte tenu de l'espace et du temps. Et ceci en vue des futurs changements climatiques. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du mois de la recherche au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Le public venu nombreux a été édifié sur le thème « Ressources en eau au Cameroun, enjeu de la connaissance et de la maîtrise de la ressource ». Rendons-nous à Bassia dans le Bas-Minubu où l'insécurité va grandissant. Après le braquage d'une banque en pleine journée il y a près de 2 semaines, le corps sans vie d'un homme ligoté a été découvert dans son bureau. Un fait qui vient une fois encore troubler la tranquillité des populations de cette ville. Le récit avec Anissé Espoir Baïha et Constant Kanga. Bassia. Ici le corps sans vie d'un homme, Germain Ara, 37 ans, retrouvé dans son bureau au lieu-dit mosquée quartier à Oussa. Il y a un certain grand moment qu'il n'est pas avec moi. Il doit travailler ici en ville. Ça ne fait pas une semaine qu'on s'est séparés. Que je ne le vois plus, je le retrouve, on vient nous appeler qu'il est mort. Je vais laisser de regarder mon poste de service. Bon, je reviens à 13h30. Je ne regarde pas dehors, je guette à travers la porte, je vois qu'il est couché, la tête sur la chaise. La scène se déroule le samedi 21 avril. 2 jours plus tard, cette fois au quartier Plateau, toujours à Bassia, un conducteur de moto a trouvé la mort après avoir été ligoté et étranglé par ses bourreaux. Nous n'avons même plus de sécurité. On se fait tuer tous les jours. Ce sont les autorités qui encouragent cela. Les bandits ne restent plus en prison. Ils sont dehors. À tout ceci s'ajoutent des braquages en plein jour dans la ville. L'insécurité va grandissant à Bassia. Les populations vivent désormais la peur dans le ventre. Une information un peu plus gaie dans la suite de ce journal. Le personnel du Parc national des matériels de génie civil était en fête à leur siège ici à Yaoundé. C'était à l'occasion de l'installation des délégués du personnel par le délégué régional du travail et de la sécurité sociale. Retour sur cette cérémonie avec Arnoul Defac et Aminou Aliou. Ce sont des hommes et femmes prêts, debout pour une ceinture de sécurité sociale forte au Parc national de matériel de génie civil, MatGénie. Ils sont une trentaine de délégués, 15 titulaires et autant de suppléants. Ici, le jour de l'installation à leur siège à Yaoundé, tous investis de pouvoir pour la lourde mission de délégués du personnel. Le directeur général les appelle thermomètres de l'entreprise. Quand vous n'avez pas de thermomètre, vous ne pouvez pas juger de votre température. Donc, à l'intérieur de l'entreprise, les délégués du personnel nous signalent quand il y a une tension sociale. Sans délégué du personnel, on n'est pas informé et lorsque la tension devient très forte, on la découvre simplement comme cela a eu le cas dans le passé. La soif du MatGénie pour l'organisation de ces élections des délégués du personnel dure depuis 10 ans. Enfin, l'entreprise s'abreuve pour mettre fin à une décennie de tensions sociales. C'était dur à cette époque-là. À l'absence d'un dialogue social, il était difficile, que ce soit pour le personnel ou pour la direction générale, de trouver les voies et moyens de sortie des crises. Grâce à notre installation de ce jour, nous comptons accompagner la direction générale à la mise en place de la nouvelle vision du MatGénie pour permettre aux employés de vivre de leur travail, pour bénéficier des conditions de sécurité et d'hygiène au travail. Le délégué régional du travail et de la sécurité sociale qui préside la cérémonie d'installation demande aux élus d'être d'abord des travailleurs modèles, mais surtout d'aider la direction générale à combattre les mauvaises habitudes qui sont comme de l'eau dans un océan. Il y a eu des mauvaises habitudes qui sont installées de manière durable dans cette maison. Voyez-vous, chaque engin que nous avons est un centre de profit. Et si vous avez 500 engins, vous avez 500 centres de profit. Ça veut dire que chaque personnel
peut entraîner des distractions de fonds, peut entraîner des dépenses inappropriées. Et c'est l'ensemble de tout cela qui fait que le Maldini soit contre-performant. Les élections des délégués du personnel qui ont eu lieu à la direction générale et dans les représentations régionales sont désormais une tradition infaillible. La nouvelle ère se fête. En culture, l'édition 2019 du festival culturel Sant'Odjom se prépare activement. Le chef de la communauté Banjoun de Yaoundé, Albert Kunti, a présidé hier dans la cité capitale une réunion irrélative. Voyons cela avec Karal Mezatiatoya et Serge Alanzébou. L'édition 2019 du festival culturel Sant'Odjom, qui se tient traditionnellement au mois de novembre tous les 2 ans, sera organisée cette fois-ci par la communauté Banjoun de la cité capitale. Ce grand rendez-vous se prépare activement. Tous les responsables de la communauté se sont donné rendez-vous ce 25 avril à Yaoundé pour une réunion irrélative présidée par le chef de la communauté Banjoun de Yaoundé, Albert Nkwishu. Sa Majesté, le roi de Banjoun, a décidé, il y a quelques mois, de faire chapeauter l'organisation du grand festival culturel Sant'Odjom par la communauté Banjoun de Yaoundé. Cette désignation, je voudrais dire, cette désignation a eu lieu à la chefferie Banjoun à l'occasion de la présentation des vœux à Sa Majesté. De retour à Yaoundé, il a tenu à transmettre cette information aux responsables de la communauté. Ils devront à leur tour transmettre l'information aux fils et filles Banjoun résidant à Yaoundé. Une réunion similaire sera organisée à Douala et à Banjoun dans les tout prochains jours. Sport à présent, le Cameroun dispose désormais d'un centre de tennis de table. Cette infrastructure, fruit de la coopération sino-camerounaise, va permettre de relever le niveau de la pratique de cette discipline au Cameroun. Ce centre a été inauguré hier par le ministre des Sports et l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun. Les détails avec Alain Jocelyn Kanga et Francis Nguema. L'écho des coups de balle qui résonnent dans un bâtiment flambant neuf. Nous sommes dans le tout premier centre de tennis de table au Cameroun, nouvellement co-inauguré par le ministre des Sports et l'ambassadeur de Chine au Cameroun. 4 mois ont suffi pour bâtir cet édifice à multiples usages. C'est un centre de tennis de table, cela veut dire qu'il n'est pas consacré seulement à la formation, il sera consacré à des stages, des training camps, à de la compétition nationale et pourquoi pas à des compétitions internationales. Ce centre, logé au sein du palais polyvalent des sports de Yaoundé et qui va encourager la pratique du tennis de table au Cameroun, est une promesse de l'ambassadeur de Chine le 24 décembre 2017 lors de la Coupe de cette discipline. Nous espérons que ce centre pourra favoriser davantage le développement de tennis de table au Cameroun et faire monter le Cameroun dans le classement mondial en cette matière. Pour accompagner le fonctionnement du centre, l'ambassadeur de Chine a offert un lot d'équipements à la partie camerounaise. Un nouveau fruit de la coopération sino-camerounaise. Aux principaux bénéficiaires de cette infrastructure, je prescris un usage judicieux et efficient de celle-ci. Ayez à l'esprit que notre gouvernement, en partenariat avec le peuple ami de Chine, a consenti d'énormes sacrifices pour mettre à votre disposition ce centre moderne, flambant neuf. Le centre de tennis de table permettra de relever le niveau de la pratique de la discipline et pourquoi pas faire grimper le Cameroun au classement mondial. Et la suite du 13h, c'est avec vous à Douala, Junior Ossan.
Merci Delphine Fonko. Tenez une note avant de poursuivre ce journal. Le Tour cycliste international du Cameroun aura finalement lieu du 26 mai au 3 juin 2018 prochain. C'est le résultat d'une mission d'explication du président de la Fédération camerounaise de cyclisme auprès du siège de l'Union cycliste internationale en Suisse. La page magazine de ce journal est consacrée aux poissons d'eau douce et aux porcs, désormais bons pour la consommation des populations camerounaises. La confirmation a été faite lors d'une rencontre très importante où agriculteurs et cultivateurs, agriculteurs et éleveurs se sont retrouvés. En tout cas, les spécialistes ont expliqué les bienfaits de ces animaux de consommation. Alex Lembe, Henri Tinda. L'un des objectifs majeurs du dernier Salon international de l'agriculture pour le développement tenu à Douala était tout d'abord de réunir tous les acteurs intervenant dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage pour des échanges fructueux. Pendant le dit salon, zoom a été fait sur la pisciculture camerounaise, une filière qui a appuyé sur au Cameroun. À la question de savoir si celle-ci peut nourrir et satisfaire les Camerounais, réponse. Nous sommes là dans le but de sensibiliser les jeunes à s'intéresser à tourner un regard vers ce secteur-ci-là, qui est la pisciculture. Donc c'est très rentable. Et c'est aussi bien pour la santé parce que tout est fait bio. Même lieu, autre filière, la charcuterie avait un accent particulier sur la viande de porc qui est déjà très prisée par les gens de Camerounais. En braise, bouillon et autres formes. Et pourquoi donc? Le porc fait partie de la chair blanche, des chairs blanches. Donc c'est de plus en plus conseillé de consommer de la chair de porc. Et parce que l'élevage même est fait à base des produits locaux, le maïs, le soja, le touto de pamis. Donc vous voyez que c'est une viande bio. À la question de savoir quelles sont les parties importantes du porc, autre réponse. Il y a des gens qui aiment les pattes, d'autres les échines, d'autres les côtes de porc, d'autres les travers. Et même la viande hachée, en ce moment, ça va intervenir. On va parler de la chair à saucisse. C'est là où intervient la machine à hacher ou hachoir. Et le volet charcuterie donc, que peut-on trouver? Les saucisses de Toulouse, on peut faire le museau, on peut faire encore des rillettes, on peut faire de la poitrine fumée, on peut faire le saucisson à l'ail, même le pâté de campagne. Il y a beaucoup de choses. Après ces différentes explications, la question est de savoir s'il est dangereux de consommer ces différents animaux. Réponse d'un vétérinaire. Il y a un intérêt certain à se nourrir des produits bio, vu que ça nous permet d'être à l'abri de beaucoup de petites maladies et d'être rassurés sur la qualité de ce que nous consommons en fait. L'avantage qui est clair et qui est facilement décelable, c'est que nous avons et nous pouvons toucher du doigt la production, comment elle se fait à l'aide des experts. Au vu donc de tout ceci, libre à nous de désormais consommer ou non ces animaux suscités. Une note avant de refermer ce journal. Ce 26 avril 2018 se célèbre la journée mondiale de la propriété intellectuelle et se célèbre sous le thème innovation et créativité. Les femmes moteurs du changement, selon Francis Goury, directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Les données statistiques que dispose l'OMPI indiquent que le bon niveau de parité en matière de participation des femmes à l'innovation et à la créativité n'est pas atteint. Selon le directeur, cette situation est injuste pour les femmes et représente une perte pour la planète. Le prochain rendez-vous, c'est donc demain quand il sera à 13h. Ne manquez pas Écho des régions à 16h et le 19h50 avec Michael Tiptio ici à Douala et du côté de Yaoundé, Alain Gislain Kanga. Au revoir.